Wallace. I will assume that you've already done your preparations for the day in terms of the basics. If you're following the Buddhist path, the refuge, the bodhicitta, so I'm going to assume that's how you spent the early part of the day. And so when we come here, then I'm assuming you're already in the flow of your practice, and we'll go directly to Shamatha. Normally you want to do that, but I'm going to assume you have done that. And so we'll now go into a second variation on the theme of mindfulness of breathing. It's called the Burmese technique. Many people find it very helpful. So please adopt a suitable posture, and we'll go right in. Is that Burmese? Yeah, from Burma. Donc, Alan, j'imagine que vous avez déjà fait votre préparation à la pratique de la journée, donc développer le refuge, la bodhicitta, et de manière à pouvoir d'emblée démarrer avec la pratique de Samatha. Donc cette préparation est déjà faite. Et on va aborder donc ce matin une variante de la pratique de Samatha sur le souffle d'origine de Burma. Et donc il va nous expliquer ça. Donc prenez une posture confortable de méditation. Letting your awareness descend into and fill the space of the body. Settle your body in its natural state, imbued with the three qualities of relaxation, stillness, and vigilance. Donc laissez votre conscience s'établir dans l'espace du corps et laissez le corps s'établir dans son propre état naturel, donc dans un état de détente, de tranquillité, de stabilité et de vigilance. Settle your respiration in its natural rhythm. Établissez la respiration dans son propre rythme. With each out-breath, relaxing deeply in the body, releasing the breath all the way to the end, and releasing any thoughts or images that may come to mind. À chaque expiration, laissez le corps se détendre. Laissez l'expiration se faire jusqu'à sa fin et lâchez toutes les pensées, toutes les images. Grant yourself the freedom to release all thoughts and concerns about the future and the past, letting your awareness come to rest effortlessly in the present moment. Et offrez-vous cette liberté de lâcher toutes les pensées en lien avec toutes les images, les pensées, les préoccupations en lien avec le passé, le futur, et laisser l'esprit s'établir dans sa tranquillité sans effort. Let your mind come to rest in a state of ease,
stillness, in its own natural clarity. C'est l'esprit s'établir avec aisance dans la tranquillité, dans sa propre clarté. In the first phase of this practice, we engaged in full body awareness, awareness of the entire field of the body and of the sensations corresponding to respiration throughout the entire field. Dans cette première partie de la pratique, on engage pleinement sa conscience dans l'espace de tout le corps, avec l'ensemble des sensations du corps et celles liées à la respiration. And the theme was to relax more and more deeply without losing the clarity of awareness. Et il s'agit de développer le plus possible de détente sans perdre la clarté et l'attention. And now we move to the second phase. In this phase, we more narrowly focus the attention on the sensations of the rise and fall of the abdomen with each in and out breath. Dans la deuxième phase de cette pratique, nous allons porter l'attention plus spécifiquement sur les mouvements de l'abdomen pendant l'inspire et l'expire. Generally speaking, when the mind is agitated, it's helpful to direct the attention downwards. De manière générale, quand l'esprit a tendance à être agité, Oh, no. Life is full of surprises. une surprise. So, when the mind becomes agitated, it can be very helpful to analyze it a bit in terms of the Buddhist understanding of causality. Quand l'esprit est agité, ça peut être utile d'avoir une certaine analyse du point de vue de la compréhension bouddhiste de la loi de causalité. De la loi de causalité. Causality, yeah. And so there's said to be a primary cause, sometimes translated as substantial cause, but I think primary cause is better. There are primary causes, and then there are contributing conditions. Donc on a l'habitude de parler en termes de causes primaires ou causes substantielles et de conditions contributives. So for example, if you have a sprout of wheat, the primary cause, or substantial cause, is, of course, the seed of wheat. And the seed of wheat actually transforms into the sprout which grows to the full stalk of wheat. Par exemple, si vous avez une graine de blé, la graine est bien sûr la cause primaire ou la cause contributive. Et elle va se transformer en pousse, puis en blé. The contributing causes don't actually transform into the effect, but they do catalyze it. And so, for example, the sunshine, the minerals in the soil, the water, the fertilizer, and so forth, these contribute to enable the seed to actually turn into the sprout, and thereby loses identity. That is, the seed no longer remains a seed, it turns into something it was not previously. Namely, it turns into a sprout. Et donc les causes contributives ne sont pas le phénomène lui-même de la cause, mais des conditions qui permettent à la graine de devenir une pousse. Donc ces causes sont le terreau, le soleil, la température, l'eau. Tout ça contribue à cette transformation de la graine
en pousse, donc il perd son identité initiale, elle disparaît complètement en tant que graine pour devenir une pousse. So evidently, if you have no seed of wheat, no matter how much sunshine, moisture, minerals, soil, fertilizer you have, doesn't matter how much you have, there will be no wheat. De manière évidente, s'il n'existe pas de graines, même s'il y a toutes les conditions comme le soleil, la température, les minéraux, l'eau, etc., il n'y aura de toute façon pas de pousse. So, when the mind becomes agitated, whether with anger, with greed, with selfishness, but when the mind becomes agitated, then we can ask, what are the contributing conditions and what's the primary cause? Et donc, quand l'esprit est agité, qu'il se met dans l'état d'énervement, de colère, on peut donc se poser de la même manière quelles sont les causes contributives et quelle est la cause primaire. So what do you think? You've had plenty of occasions of having the mind agitated. What do you think is the primary cause of your own minds, in your own experience, not as some theoretical exercise? What do you think is the primary cause of your mind becoming disturbed or agitated? Et qu'en pensez-vous donc dans votre propre expérience? Vous avez tous des occasions d'avoir l'esprit agité. Et qu'en pensez-vous dans ces expériences personnelles sur quelles sont les conditions contributives et quelle est la cause primaire? So, what do you think? Continuous stream of thoughts. Continuous stream of thoughts? It's a possibility. Is that you? What I want you to do is to speak simply from your own experience, not from what you've learned from Buddhism. So that's a possibility. That's a possibility, yeah. That's your experience. Très bien. Good. So there's one idea, the continuous stream of thoughts. Okay. Can you let me translate step by step? His mind is becoming agitated. Donc la réponse était, ça peut venir de notre continuum de pensée. Et donc Alan répond, oui c'est une possibilité, mais c'est vraiment de répondre avant tout dans votre propre expérience et pas parce que vous avez appris dans le bouddhisme. What do you think? La saisie, to grasp. Grasping. La saisie. What is grasping? Qu'est-ce que c'est grasping? Yeah, step by step. I want to explore first. We all know this word grasping. We've all heard it. You have it in French, of course. What do you mean by grasping? Qu'est-ce que vous entendez par là? Le fait de s'attacher à ce qui se présente. Donc, à l'événement qui se présente, le fait de verser, de s'attacher dedans. Et donc, ça produit la saisie qui produit des émotions. So the fact to get attached to the event that occurs and then you go into it, jump into it and create grasping. That sounds good. So there's a possibility. Grasping. Have you ever experienced a state of consciousness in which there's no grasping? Have you ever experienced? At least relatively, not absolutely. But do you know what it's like when the mind is free of grasping? Donc c'est une possibilité effectivement de la saisie, peut être une possibilité, mais est-ce que vous avez déjà fait l'expérience d'une situation où vous ne saisissez pas? Yes, I did. Yeah? Yes, and l'émotion en elle-même, je veux dire, le phénomène s'arrête et les pensées s'élèvent et finalement disparaissent. Et le fait de ne pas s'y attacher, tout simplement ne libère aucune émotion, ni positive ni négative. So it's a state when the emotion stops. The emotion stops. Yeah, and so when you get some thought, if you don't grasp, it's just dissolved by itself, and no emotion comes with. So the mind doesn't become agitated then, correct? Et donc l'esprit n'est pas agité. Good analysis. Yeah. Somebody else? Familiarité. I'll do it by hand. I think you had your hand up. And actually you first. Ladies first. Something that threatens us. Something that threatens me. That's the primary cause? I'm asking for primary cause. Agitation itself. Fear. Yes, you think that something that threatens us is a primary cause of mental agitation? I think so. That's the
fear going. Yeah? That is your experience. Yeah. That which threatens you actually turns into mental agitation. Yeah. C'est vrai? It's my response to it. Oh, wait a minute. If it's your response to it, then it doesn't turn into you. So bear in mind, think of the seed and then the many other contributing factors. Right? So it's, I would say that it's my, to put it in technical terms, my self-grasping. And then that which threatens you is more of the contributing condition, Yes, correct? yes. Oh, very important. Donc la réponse, la question était, l'exemple donné était quelque chose qui m'effraie. Et donc Alan met le doigt sur le sujet, est-ce que c'est ça la cause primaire? Et donc la réponse était, c'est parce que je saisis les choses que ça m'effraie. Donc Alan explique que c'est donc la cause, la situation est la cause contributive et l'effroi vient de soi. C'est parce que j'ai dit la saisie du soi. La saisie du soi. Oui. Self-grasp. Okay. Very good. Yes. Yeah, something happens what I don't want or don't expect. Yeah, that's a primary cause or a cooperative condition? Which one? I don't know. It depends. I think it's very primary. That's actually a very important point. So let's take the obvious example. We didn't really want. I don't know anybody who came into the meditation hall this morning and was wishing, I hope we have a fire alarm. Donc l'exemple donné c'est quelque chose qui me surprend, quelque chose d'inattendu. Est-ce que c'est la cause primaire ou est-ce que c'est la cause contributive? Et donc Alan reprend l'exemple qui nous arrivait ce matin. Personne n'est venu dans cette salle en souhaitant que l'alarme d'incendie se mette en route. Now, once the fire alarm started, I presume that's what it was. Once the fire alarm has started, maybe some of you experienced hope. I hope it stops. Donc, quand elle s'est mise en route, probablement certains d'entre vous ont développé cet espoir que ça allait s'arrêter. And then it kind of stopped. Et ensuite, ça s'est arrêté. And then it started again. Et ensuite, ça s'est à nouveau remis en marche. So what was the primary cause? If there was some disturbance in the mind, was it the sound or was it the hope? Et donc, quelle était la cause primaire de l'agitation dans cet exemple? Est-ce que c'était le son ou est-ce que c'était l'espoir? Or the aversion? Ou l'aversion? Because most people don't have a phonograph record or a CD of fire alarm when they want to relax. Most people don't wish. Parce que quand nous cherchons à nous détendre, personne n'utilise un CD de relaxation avec des alarmes d'incendie. So we have, on the one hand, internally, hope, we have aversion, and externally, over which we had no control. I know Elizabeth was not planning that. Nobody was planning that. It just happens. Externally, we have the sound. Right? So between those two, internally, hope, desire, aversion, and externally, what's coming to the eardrums, are generated independent upon sound. So which is primary and which is cooperative? Donc nous avons de manière intérieure cet espoir ou cette aversion et extérieurement des conditions, des sons, etc. Et personne n'avait planifié, n'avait prévu ces événements extérieurs. Et nous avons l'espoir et l'aversion intérieurement, qui est donc la cause primaire, et les circonstances extérieures, les causes contributives. Which do you think? Yeah, the internal one is primary and the external sounds are cooperative. Yeah. It's quite clear, isn't it? Yes. Quite clear. Yeah. Ok, c'est clair? Yeah. Yes. For me, it
feels like the primary cause is fear generally, is a fear that comes up, and it feels like if I trace it back, it always feels like it's a root fear, like a survival fear or an existential fear, if that makes sense. Of course, yeah, sure. Donc là, l'expérience, c'est que la peur et la crainte est la cause primaire, que c'est peut-être une crainte existentielle ou une peur liée à la survie. Existential. Oui, bien sûr. Oui. Existential fear, yeah. I'm not sure I actually know what I mean by existential, but it feels like that. It feels like it's survival, and I think, I go into my head a little too far when I start thinking of existentialism, but survival and maybe... Survival is pretty existential, yeah. Do I exist or not? One doesn't have to be an existential philosopher think, I don't want to die. Donc une réflexion sur le sens véritable de ce mot existentiel par rapport à simplement cette crainte liée à la survie. Et ça a tendance à amener un petit peu loin cette idée d'existentiel. Mais Alain répond simplement aussi que la question de survie est une question existentielle. Est-ce que je vis ou est-ce que je mourrai? So psychologists have identified something called general anxiety disorder. En psychologie, on parle de syndrome d'anxiété généralisée. And that's like 360 degrees. Just life is happening, I'm afraid. Because maybe it will no longer happen. Like maybe something's going to happen. No. Not so useful. If it's a fire, there's the exit. Go. But if it's all around, where do you go? Interesting, huh? Donc dans l'anxiété généralisée, c'est vraiment une anxiété qui nous entoure à 360 degrés, tout nous effraie dans la vie, on a cette attitude de craindre qu'il puisse se passer quelque chose, et c'est vraiment pas quelque chose qui nous aide, qui est utile. Quand il y a le feu quelque part et qu'on a au moins une porte de sortie, c'est bien, mais quand le feu est tout autour de nous, là c'est problématique. Very interesting. Donc c'est une question intéressante. It's said that self-grasping, I am, with the question, what will become of me, the root of suffering. On dit que la saisie du soi, le je suis, ou que vais-je devenir, c'est ça qu'on appelle la saisie du soi, c'est la racine de la souffrance. And that goes hand in hand with self-centeredness. Et ça fonctionne main dans la main avec le fait d'être centré sur soi-même. In that sense, my well-being is most important. Avec l'idée que mon propre bien-être est ce qu'il y a de plus important. So if there's some danger, but it's going over there to Philippe, pas de problème. No problem. It's him, his problem. Good luck. Bonne chance. Then I'm very relaxed. His problem, not my problem. But if some stone is falling above, terrible. So that's self-centeredness. Here, big danger. Over there, no problem. Because I grasp here and feel this is most important. I. Those two, self-grasping, self-centeredness, primary causes of agitation of the mind. Donc par exemple, si Philippe est en danger, donc après tout c'est son problème, moi ça ne me dérange pas. Mais par contre, s'il y a une pierre qui me tombe dessus, d'un seul coup, là ça devient le principal problème. Et donc dans ces situations, il y a à la fois la saisie du soi et en même temps le centrage sur soi-même, l'égocentrisme. Et donc ce sont ce qu'on appelle les causes primaires. In terms of cooperative conditions, things that may catalyze the agitation and distress of the mind,
The world is full, every day, full. Maybe even the wind, maybe a fly. The world is full of circumstances that may catalyze mental disturbance and unhappiness. Et donc les conditions contributives sont les conditions extérieures qui catalysent l'agitation. Et le monde extérieur en est totalement rempli, ça peut être même simplement le vent ou même une mouche qui passe. Tout ça sont des conditions qui peuvent catalyser notre agitation intérieure. So we may quite reasonably wish to escape. Et on peut avoir le souhait de vouloir s'échapper. Go out to the country, out to the countryside, where it's very peaceful, very serene, very quiet. On peut avoir l'envie d'aller à la campagne, là où tout est tranquille, calme. Where we try to remove ourselves from all of these disturbing influences. On cherche à s'écarter de toutes ces circonstances extérieures perturbantes. Imagine you're very intent to do this perfectly, and you find a retreat center with sensory deprivation tanks. So for every meditator, you get your own sensory deprivation tank. You know what that is, yeah? Get into it. No sound, no sight, no smell, no taste. And you're immersed in a saline solution that's body temperature. So you have minimal experience of even your body. So all of the five senses go either zero or very, very quiet. So it's like you now have no environment except some sensations of the body. No sensory environment, yeah? So that would be a real retreat center. Imaginez que vous puissiez le faire et que vous puissiez aller dans un centre de retraite idéal où vous pouvez vous mettre en déprivation sensorielle complète. Et donc il n'y a plus d'expérience liée aux cinq sens ou même au niveau corporel, tout est bien détendu. Il nous reste quand même ces sensations corporelles. Donc c'est vraiment ces conditions idéales de retraite où on est totalement dans déprivation sensorielle. So imagine, thought experiment. You go out to a very safe environment like this. This experience is very safe. And within this very safe environment, then you go inside a sensory deprivation tank. So it's completely black, soundproof. It's almost like the whole world disappears. Right? The whole physical world almost disappears. You imagine, okay? Donc essayez d'imaginer la situation, vous êtes dans cette situation de retraite complète où il n'y a plus aucune condition extérieure, plus de stimulation extérieure, toutes vos expériences sensorielles sont arrêtées, c'est comme si le monde extérieur avait totalement disparu. Essayez d'imaginer ça. So in this thought experiment, imagine, can your mind still become agitated? Et dans cette situation, essayez de l'imaginer, est-ce que votre esprit ne peut plus être agité? Yes, it seems so, yeah. Perhaps more than ever. Ah. Oui, il peut être agité et il rajoute peut-être plus que jamais. Now it gets interesting, isn't it? So now here's Buddhist analysis. I'm not saying it's true, you consider. For any causal production to occur, there needs to be a primary cause, something that transforms into the effect. You don't get nothing from something. Nothing doesn't transform into something. Nothing is nothing. So there needs to be a primary cause that turns into the effect. But a primary cause by itself is not sufficient. Never. There always have to be catalyst, cooperative conditions. That's a Buddhist view. Okay? It's actually very scientific also. But you don't have to believe it, but consider it. It's not enough to have cooperative conditions, because the cooperative conditions cannot make nothing turn into something. That's not possible. How can you make nothing turn into something?
Impossible, yes? I think a priori. You can't make nothing turn into something. You can make something turn into something else. Yeah, consider. Donc, c'est donc ainsi qu'on analyse cela dans le bouddhisme. Il est, pour tout phénomène qui se produit, il est nécessaire d'avoir une cause, des causes primaires. Quelque chose ne peut pas être produit à partir de rien. Donc il existe nécessairement quelque chose de primaire, une cause primaire, mais cette cause primaire n'est pas suffisante. Il est nécessaire d'avoir des catalyseurs ou des causes contributives qui permettent la production de ce phénomène. Donc ceci est la vue bouddhiste, mais qui est finalement une approche très, très scientifique. Donc il ne s'agit pas simplement de la prendre comme ça, mais d'y réfléchir, d'y penser. Donc de même manière, les causes contributives elles-mêmes ne peuvent pas produire quelque chose. Donc quelque chose ne peut pas être produit à partir de rien, il ne peut y avoir que quelque chose qui est produit à partir de quelque chose d'autre. Donc voilà l'analyse bouddhiste. So now in our thought experiment, consider that you are in a perfect sensory deprivation tank, which means for all of the five senses, you're getting no signal, like with your cell phone, no signal. No sight, no sound, no smell, no taste, and also zero touch, no sensation of your body at all. This may be possible, but as a thought experiment, definitely possible. So imagine that your awareness is perfectly clear. You're not unconscious. You're as conscious as you are now, but with no sensory input at all. Imagine that. Faire une autre expérience du point de vue de la pensée, c'est d'imaginer, de réfléchir que vous êtes en complète déprivation sensorielle, donc il n'y a plus aucune expérience sensorielle qui se manifeste, plus aucun son, plus rien de visuel, même plus aucune conscience corporelle. Donc ça peut être possible, mais au moins du point de vue de la pensée, de l'imagination, ça nous est possible d'imaginer ça, tout en de ne plus avoir aucune expérience sensorielle, tout en étant dans une conscience parfaitement claire. So once again the question, I'm reiterating. In such a circumstance, can your mind become disturbed, unhappy, distressed? It's possible? I think you have the answer, yes? Et donc, à nouveau, on pose la question, dans ces conditions, est-ce qu'il est possible que l'esprit soit perturbé, soit malheureux? What are some possible cooperative conditions? Contributing conditions? What? Et donc, dans ces cas-là, quelles sont les causes contributives? Okay, somebody else? Anybody else? Yes, in the corner. I would say that present moment is too unpleasant to attend to, too unpleasant to watch. Aha. So you want to escape. Interesting. Yeah. Donc, la réponse est que ce moment particulier est déplaisant. So you could be resting with no sensory input and still have an unpleasant experience. C'est possible. Eh? Yeah. Donc on peut être dans une situation, être totalement privé de toute expérience sensorielle et pourtant être quand même dans une expérience déplaisante. So that feeling of displeasure can catalyze the agitation of the mind, yeah? Yes. Sure. Et donc cette sensation de déplaisir peut catalyser le mal-être. So if that feeling, and it's a mental feeling, because there's no physical feeling, right? If there's no physical sensation, there's no physical feeling, right? So now it's a mental feeling, and you're saying that's a cooperative condition. And the result we're looking for is the agitation of the mind, disturbance of the mind. So if the mental feeling of unpleasantness, if that's a cooperative condition, now what's your experience? What's the primary condition? What transforms into the agitation, the imbalance, distress of the mind? What transforms into it? Donc dans cette situation de déprivation sensorielle complète, on peut éprouver donc une sensation de déplaisir, une sensation d'inconfort mental, qui donc une sensation physique peut entraîner un inconfort physique, un déplaisir physique. Là, il s'agit d'une sensation purement mentale et donc qui peut agir comme une condition contributive.
et qui est à l'origine de l'agitation de notre esprit. Et qu'est-ce qui, à ce moment-là, est la cause primaire? So what is your experience? I can only think of the word insecurity in the sense of that the feeling that you have when you don't feel that you're all right the way you are right now. And that's why the feeling of sensory deprivation or no external input can be threatening and you want to escape it. Yeah, but could that not be, and this is a question, not the answer, could that not be simply one of the feeling of insecurity? The feeling of displeasure, displeasure, mental unhappiness. Could these not be, again, catalysts for the agitation of the mind, the disturbance of the mind? If so, what is actually turning into that mind that is disturbed, that awareness that is agitated, disturbed? Self-grasping in that case. Self-grasping, you think so? I think so. Okay. Est-ce que vous pouvez traduire en français votre question, parce que j'ai du mal à entendre? Okay, That's good. ma question était... Qu'est-ce que c'était la question? Donc c'était la question d'Alain. Oui, la question. La réponse était qu'il y a certains moments où on ne se sent pas bien tant qu'on est dans les conditions on est. Donc c'est en fait incertitude. Je ne sais pas comment le dire en français. C'est insécurité, voilà, c'est insécurité. Et Alain a dit que ça, c'était en fait la condition contributive et m'a demandé qu'est-ce qu'était la cause directe ou la cause naturelle. Et j'ai dit que c'était en fait la saisie de soi. Et puis, self-grasping. Une saisie du champ. Et ça c'est aussi en fait une condition contributive, peut-être. Peut-être. One more. Yes, please. In the thought experiment, it feels like all I've got is my moments of mind. So it seems obvious to me that the previous moment of mind must be the cause. Good. So let that be the primary cause. Excellent. Let's start there. That's a good hypothesis. And now, since you're getting no cooperative conditions from the surrounding environment by way of the five physical senses, can you give some examples? If you agree, there must be something that catalyzes that particular shaping of the previous moment, giving rise to the second moment. What would be some of the internal, that is mental, cooperative conditions that are arousing, catalyzing the disturbance of the mind? What was just described sounds... Go, but now in your more words. like, In your words. in my words? Yeah. Cooperative condition now. The grasping and the sort of the response to that feels like the conditions that lead to the action. Grasping to some thought? What thought? The thought that has just occurred. Mm-hmm. So the grasping is a cooperative condition. And the primary cause is simply the previous moment of awareness. That arose. C'est vrai? Correct. Yeah, okay. Vous pouvez traduire les questions, parce que j'ai plus de Bien sûr. Vous parlez français ou pas? No, okay. It's for you. So then you said it's the previous moment of disturbance. The arising thought that I just mentioned is the primary cause. Mm-hmm. So now it's the responses and the grasping to that thought that catalyze into what's going on. Ok, donc le moment de conscience où on expérimente cet inconfort serait la cause primaire, et puis toute la saisie qu'on en fait, tout ce qu'on se construit, serait des causes contributives, pour résumer. So good. Aren't we fortunate that we had this nice catalyst for this meaningful conversation? Nous avons eu de la chance d'avoir cette cause contributive qui a catalysé, qui nous a permis de rentrer dans cette discussion. These are some of the most important questions we can ask as human beings. C'est une des questions les plus importantes que nous pouvons nous poser en tant qu'être humain. All sentient beings want to be free of suffering. Almost by definition, no sentient being
wants to suffer. Whether you're an amoeba, whether you're an aphid, or a very simple primitive organism, or you're a god or a human being, we all want to be free of suffering. Parce que tous les êtres humains, quels qu'ils soient, veulent être libres de toute souffrance, quels que soient ces êtres sensibles, ça qu'on soit une amibe, un organisme très, très rudimentaire, ou un être humain, ou même un dieu. Personne ne veut souffrir. And especially for us human beings, we especially want to be free of mental suffering. Et les êtres humains en particulier souhaitent être libres de toute souffrance mentale. It's possible. It does happen that one may feel physical distress, but the mind may be very calm, very relaxed, at ease, even cheerful. It's possible. Yeah, it's true, isn't it? Et cela est possible, même si nous sommes dans une souffrance ou un inconfort physique, il est possible que l'esprit reste parfaitement calme. C'est tout à fait possible. It's also possible that you may be experiencing very pleasant sensations in the body while listening to beautiful music and seeing something very pleasant and smelling something very pleasant and tasting something very pleasant and mentally be depressed as hell. Possible, isn't it? Il est tout à fait possible également qu'on puisse avoir des sensations corporelles tout à fait plaisantes, on écoute une musique plaisante, on a un environnement visuel plaisant, et pourtant on peut intérieurement se sentir totalement déprimé. So then you can ask yourself, if you had to choose either mental contentment, happiness, serenity, but physically very difficult, unpleasant, or mentally anxious, depressed, miserable, but physically very nice. Which is your choice? You have to choose. Now, which is your choice? On peut se poser la question si on devait choisir entre être dans une situation de bien-être, de sérénité intérieure, tout en étant physiquement très, très mal, et puis au contraire des situations extrêmement plaisantes, physiquement mal avec un état serein, et puis des conditions plaisantes avec un état intérieur perturbé. Qu'est-ce que vous choisiriez? So the answer is obvious, isn't it? You don't have to be Buddhist or spiritual. If you're sensible, just sensible, right? Isn't it true? You'd much rather have the sense of inner well-being, happiness, contentment, serenity, even if the outer is terrible. Isn't it true? Donc la réponse est assez claire. Dès qu'on est un être sensible, ce qu'on souhaite avant tout, c'est de se sentir dans un bien-être intérieur. C'est la priorité. So all of science and technology has been marvelous for creating very pleasant physical circumstances. Fantastic. And has been almost useless for mental. For the last 60 years, as we've seen this phenomenal progress in science and technology, worldwide, rates of depression have gone up 10 times. And especially in developed countries, where science and technology is stronger. Very interesting, huh? Et quand on voit depuis une soixantaine d'années tous les progrès qui ont été accomplis sur les sciences et les technologies nous ont développé beaucoup de progrès qui ont permis d'améliorer les situations extérieures sur le plan physique, des progrès tout à fait phénoménaux, mais qui sont finalement totalement inutiles pour apporter un bien-être mental, un bien-être intérieur. Et quand on voit l'étendue de ces progrès depuis les 60 dernières années, qui sont développés partout dans le monde, y compris aujourd'hui dans les pays en voie de développement. So if you're really following the Buddhist path, sincerely, they say in Tibetan, Chöpa. Chöpa just means you're really a Dharma practitioner. Donc si vous suivez le chemin du bouddhisme et que vous êtes donc en tibétain Chöpa, donc un pratiquant du Dharma, you must be a philosopher. On doit être philosophe. You must be. Otherwise you're not a Dharma practitioner.
And a philosopher is not somebody who simply likes to think a lot. If we go back to the etymology, philosophia, love of wisdom. If you don't have a love of wisdom, you're not a Dharma practitioner. Because the whole point of the path, the culmination of the path, is realizing wisdom to overcome suffering and the causes of suffering for oneself and all sentient beings. So all true Buddhists are philosophers. You must be. Donc si vous suivez le chemin du bouddhisme, il faut être philosophe, c'est absolument nécessaire. Mais le philosophe ne veut pas dire être un intellectuel, un penseur. Il s'agit au sens étymologique du terme d'être quelqu'un qui aime la sagesse. Et donc tout le bouddhisme est basé sur ce chemin qui cherche à réaliser la sagesse qui permet de se délivrer de la souffrance et des causes de la souffrance pour soi et pour autrui. So Elizabeth, the fire alarm this morning catalyzed a very helpful conversation. So, merci bien. Donc Elisabeth, cette alarme incendie a catalysé une conversation très intéressante. Merci Elisabeth. Otherwise, we'd just be following the notes. This has been much more interesting. Sinon, on aurait suivi la présentation dans les notes et c'était beaucoup moins intéressant. So the ancient Greeks drew a very helpful distinction, a very important distinction, between two types of happiness, hedonia, and eudaimonia. Hedonia and eudaimonia. Chez les Grecs anciens, on distinguait donc deux types de sagesse, hédonia et eudaimonia. 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 EU in English, eudaimonia. Eudaimonia. Donc eudémonia. Eudaimonia. Eudaimonia. Very good term, very important term. You should learn it if you don't know it already. Eu, as in euphoria, means good. Eu. E-A-U. Good. Daimonia, daimon, as in demon or spirit. So, good spirit. Etymologically, good spirit. Ce sont des termes très, très importants que vous pouvez apprendre si vous ne les connaissez pas. E signifie bon, bien, et démonia signifie, ça parle de démon, mais signifie au sens plus large l'esprit, c'est d'être dans un bon esprit. So, hedonia, we know. Hedonism, we know. Hedonia refers to any type of pleasure. And this is now my definition, actually rooted more in Buddhism, but I think very compatible with Socrates, with Plato. Hedonia refers to any type of pleasure or happiness that comes in response to some pleasant stimulus, by way of the senses, or mentally, a happy memory, a happy fantasy, a beautiful image. There's some pleasant stimulus, mental or sensory. In response to that arises a sense of pleasure, hedonia. Hédonia, ou en français on dit l'hédonie aussi, sont quelque chose qu'on connaît bien en général. Donc c'est tout plaisir, tout bonheur, tout bien-être qui se produit en réponse à des différents stimuli plaisants. Ça peut être des stimuli liés visuels, auditifs, des sens, ça peut être des souvenirs, des images mentales plaisantes qui produisent donc un état intérieur plaisant. C'est en réponse à des stimulations. All the pleasure that we can get for ourselves, by means of wealth, power, and status or prestige. That's hedonia. Ce sont également tous les plaisirs qui peuvent venir d'une certaine expérience de notre histoire, comme la prospérité, le pouvoir ou le prestige. Tout ça apporte hédonia. In short, hedonia is the pleasure we can get from the world. Et donc, en bref, il s'agit donc du plaisir que nous pouvons obtenir du monde.
We can get such pleasure from other people. Romantic, from friendship, and so forth. Entertainment. We can get it from other people, from places, from objects, from our own bodies. It's a pleasure we get from the world. Donc on peut obtenir ce plaisir en lien avec des histoires, des situations extérieures avec les autres, une situation romantique, de l'amitié liée à des distractions, à des objets ou même son propre corps. Tous ces plaisirs hédoniques sont des plaisirs qui sont en relation avec le monde. But here's an existential truth, very much highlighted in Buddhism. Whatever we acquire, we will lose. Et donc il y a une réalité existentielle qui est très importante du point de vue du bouddhisme, c'est que quoi que l'on obtienne, nous allons le perdre. It's one of 4 inconvenient truths. C'est une des vérités inconvénientes. C'est un inconvénient. Incommodante. Al Gore and Buddhism combined. Sorry. Al Gore and Buddhism combined. Al Gore. Inconvenient truth, global warming. Ah, okay. Maybe it's an American thing. Sur la référence à Al Gore, donc il parlait du réchauffement climatique comme un inconvénient. La vérité dérangeante. Vérité, voilà, vérité dérangeante, merci. So there's one inconvenient truth. When we get something, we like to think, oh, good, now I've got it. Maybe it's a child, a spouse, a house, a good job, a reputation. Ah, good, now I'm okay. I have my cell phone. Now I can relax. Except, I've got it. There's one thing that is certain in my relationship with this cell phone. Either I will disappear or it will disappear. There's no third option. Absolutely certain that I will no longer have this at some time. Guaranteed. Donc cette vérité dérangeante est le fait que quand on obtient quelque chose, on éprouve un contentement, une satisfaction de l'avoir, que ce soit le fait d'avoir un enfant, d'avoir un travail, d'avoir une bonne réputation, on éprouve ce sentiment de satisfaction, de contentement, et on dit « Ah, ça y est, maintenant je peux être détendu, me sentir bien ». Mais une chose est sûre, c'est que deux choses l'une, ou cette chose va disparaître, ou c'est moi qui vais disparaître. Ça, on peut en être absolument sûr. A second inconvenient truth. Wherever there's meeting, there will be parting. Deuxième vérité dérangeante, c'est que à partir du moment où il y a une rencontre, il y aura forcément une séparation. With your spouse, your children, your friends, your guru, you meet, now it's certain. You will part. Only a matter of time. C'est vrai avec vos relations avec votre époux, votre épouse, vos enfants, vos amis, votre gourou. Il y a une rencontre et nécessairement il y aura séparation. Toute une question de temps. Third truth. Wherever there's birth, there's cessation or death. Definitely true. Troisième vérité dérangeante, c'est que dès qu'il y a une naissance, il y aura nécessairement une cessation, la mort. It's as true of human beings as it is true of galaxies. Where a galaxy is created, there's going to be an end to that galaxy. It's only a matter of time. Et c'est aussi vrai pour la vie des êtres humains que pour les galaxies. Quand une galaxie est créée, nécessairement, elle va un jour disparaître. C'est toute une question de temps, là aussi. And a final inconvenient truth. Wherever there's elevation, that is, you rise in wealth and status, prestige, power. Very nice. What goes up comes down. You will fall. It's only a matter of time. Et une quatrième vérité dérangeante, c'est que dès que quelque chose s'élève, qu'il y a de la prospérité, de la richesse, de la réputation, un jour, ça ne pourra faire qu'une chose, c'est retomber. So we have another type of happiness
which the Greeks called eudaimonia. And this is a quality of well-being that is not dependent on something pleasant happening to us. It's not a response to a pleasant stimulus. It's coming from within rather than getting it from outside. Et donc il existe une autre sorte de bonheur, donc eudaimonia, qui est un bien-être qui est indépendant de toutes ces circonstances plaisantes, de tout ce qui peut nous apporter du bien-être, où tout ça vient de l'intérieur et non pas de l'extérieur. If hedonia is the happiness we get from the world by our good fortune, eudaimonia is the well-being that we bring to the world. Si l'hédonie nous survient du monde extérieur, eudaimonia, c'est le bien-être que nous apportons au monde. It's coming from inside, of course. Et qui vient bien sûr de l'intérieur. And it's not dependent upon external cooperative conditions that are pleasant. Et il n'est pas dépendant des conditions coopératives extérieures plaisantes. So one person, to take again a thought experiment, one person whose mind is very untrained, ordinary mind, goes into a sensory deprivation tank, and studies have been done of this, and then is not let out. So 1 hour, 2 hours, 3 hours, and so forth go by. What happens to that person's mind? Une autre expérience en imagination, imaginez une personne qui est située dans un caisson de déprivation sensorielle, qui n'est pas entraîné, qui est quelqu'un d'ordinaire, qui se trouve dans ce caisson de déprivation pendant 1 heure, 2 heures et plus, qu'est-ce qui va se passer? You're moving towards psychosis, is what's happening. Donc ça va tourner la psychose. And now take a person who is very well trained, especially in samadhi. Maybe years of training. Very, very balanced mind. And this person is put into sensory deprivation tank. And 1 hour, 5 hours, 10 hours. Imaginez. Oh, do I have to come out? This is true. One person experiences at least serenity and maybe bliss, and the other person is going psychotic, and the external cooperative conditions are the same. Et imaginez quelqu'un de très entraîné, qui s'est entraîné pendant des années au samadhi, qui se trouve dans ces mêmes conditions de caisson de déprivation sensorielle, et qui reste 1 heure, 2 heures, 4 heures, 5 heures, etc. Qu'est-ce qu'il va expérimenter? Il devrait expérimenter un état de tranquillité, de sérénité, peut-être même de béatitude, contrairement à celui qui n'est pas entraîné, qui va tourner à la psychose. So I'm thinking of an imaginary country where every month, every person in the population must spend 1 hour in a sensory deprivation tank as a little checkup. How are you doing? Going towards greater sanity or greater psychosis? See for yourself every month, a little checkup. C'est de penser à un pays imaginaire où on est institué une règle, c'est que chaque personne doit passer chaque mois 1 heure dans un caisson de déprivation sensorielle pour vérifier ce qu'il en sort, c'est d'imaginer un petit peu ce qui pourrait vous arriver à vous, quelle expérience vous feriez. So this distinction between hedonia and eudaimonia is very well known in Greek philosophy, but you also find it in Hinduism, and you also find it in Christianity, you also find it in Buddhism, you find it in Taoism, and you also find it in modern psychology. In positive psychology, they're interested in eudaimonia as opposed to merely hedonia. They're interested in both, but now positive psychologists, over the last 15 years or so, have began to ask questions. What about another type of well-being that's not simply a response to good fortune,
Donc, cette distinction entre hédonia et eudémonia est donc bien connue chez les Grecs, mais on trouve cette même idée dans l'hindouisme, également dans le christianisme, bien sûr dans le bouddhisme, le taoïsme, et on commence à trouver ça maintenant également dans la psychologie moderne, qu'on appelle la psychologie moderne positive, qui se développe depuis une quinzaine d'années et qui s'est posé cette question justement de ce qu'il n'y a pas une autre sorte de bien-être à développer. So this distinction has appeared in multiple religions throughout history. Buddhism is very clear. It also appears in philosophy, in Socrates, Plato, Aristotle, and so on. And now we see it also appears in science. So this distinction is something that cuts through the distinctions of religion, philosophy, science. It's a common denominator. It's too important for any one of those disciplines to say this is ours. It cuts across. Also East and West, ancient and modern. Very important existential distinction. Crucial. Donc cette distinction, on peut la trouver donc dans toutes les religions et bien évidemment dans le bouddhisme, mais finalement maintenant c'est quelque chose d'une distinction qu'on trouve également dans une approche scientifique de la psychologie, donc qui permet de couper toutes ces distinctions de philosophie, de religion. On retrouve ça également aussi bien en Occident qu'en Orient, dans les traditions anciennes et modernes. Donc on a vraiment cette distinction qui s'établit. Again, to summarize, hedonia is the pleasure we get from the world, which means we will lose it, definitely. Donc pour résumer, hédonia, c'est donc le plaisir que nous obtenons en relation avec le monde, et ça nous le perdrons. And eudaimonia is the well-being that we bring to the world, and since we didn't get it, we don't have to lose it. Et eudémonia, c'est le bien-être que nous apporterons au monde, et comme ce bien-être ne s'obtient pas, il ne peut pas être perdu. But now let's look at the first noble truth, the truth or the reality of suffering. Et regardons donc maintenant la première vérité des quatre nobles vérités, la vérité de la souffrance. So is it true, I ask as a question, is it true that there is one type of suffering that we seem to get from the world? That is Nepal, earthquake and then another earthquake. So a lot of suffering coming from this natural calamity. Physical suffering, mental suffering. Why? The earthquake. Had the earthquake not happened, that suffering wouldn't have happened. So there's many cases of that, right? That's very recent. So there's a type of suffering that we get, in a manner of speaking, we get from the world. We get sick, we lose our jobs, somebody is very hostile towards us, something bad happens. We can call it adversity. Adversity happens. In response to that, we suffer. Physically, but more importantly, mentally. So there's suffering we get, we can say, that earthquake made me miserable. That illness made me miserable. This person makes me miserable. Terrible person. So aggressive, so angry, so threatening. This person really freaks me out, make me suffering. So the suffering we get from the world. Donc si on regarde cette vérité de la souffrance, effectivement, on peut constater qu'il y a une sorte de souffrance qui est en lien avec le monde. On pourrait dire que, par exemple, au Népal, le tremblement de terre a apporté beaucoup de souffrance physique, de souffrance mentale. S'il n'y avait pas eu de tremblement de terre, il n'y aurait pas eu ces souffrances. C'est également le cas quand on perd son travail, quand il y a tout ce qu'on appelle de manière générale l'adversité. Tout ça apporte de la souffrance, et on a cette tendance à dire cet événement, le tremblement de terre nous a rendu malheureux, cette situation me rend malheureux, ou cette personne m'énerve, m'insupporte. It's suffering we get from the world in a very simple way, and that is, had that not happened, this suffering wouldn't have happened. Yeah? Had the earthquake not happened, the mental distress of so many people would not have happened. No earthquake. Donc les
mécanismes sans souffrance, cette souffrance sont assez simples à voir. Si on considère que s'il n'y avait pas eu cet événement, cette souffrance ne se serait pas produite. But there's another kind of suffering, isn't there? In addition to the suffering in response to adversity. Mais il y a une deuxième sorte de souffrance en réponse à cette adversité. And that's the suffering we bring to the world. C'est la souffrance que nous apportons au monde. That is not a response to unpleasant stimuli or to adversity. It's something we already had before the stimuli. C'est une souffrance qui n'est pas une réponse à un stimulus extérieur, mais quelque chose qui est préexistant au stimulus. Is it true? Pas vrai? And that is when you're sitting alone quietly in a room with basically nothing happening, just alone in the room. Can you be miserable and agitated? Possible? Then it's not the room. It's what you brought to the room, which means you already had it before you came to the room. Une souffrance qui se manifeste quand on peut se trouver seul, tranquille dans une pièce et rien ne se passe. Et on peut se sentir tout à fait malheureux et agité. Et il n'y a aucune circonstance extérieure qui est la cause de tout ça. Donc ce n'est pas c'est une souffrance que nous apportons au monde extérieur. Les causes ne sont pas dans la pièce. Last year a scientific study was published. L'an dernier, il y a été une étude scientifique qui a été publiée. In which the scientists placed men and women in a room by themselves, so one man, one room, with nothing happening. Nothing at all. For 15 minutes. Nothing to do. Music, reading, nothing. Just sit in an empty room for 15 minutes. Donc dans cette expérience, les scientifiques ont mis en une personne, un homme ou une femme, tout à fait seul dans une pièce pendant 15 minutes, sans avoir rien à faire, sans musique, sans rien à lire, sans rien du tout, seul dans une pièce. So you have only two options. You can either just sit there and do nothing, and just be with your mind, or you can give yourself electric shocks. That's the only thing there. A little thing going like that. 15 minutes. They give you like that. Et donc ils avaient deux possibilités, c'est soit rester tranquille comme ça avec eux-mêmes, soit d'avoir la possibilité d'appuyer un bouton pour se donner un choc électrique. 2/3 of the men gave themselves electric shocks. And 1/4 of the women also. They'd rather be shocked in a very unpleasant way than simply sit quietly. So I think women are a bit crazy, but not as crazy as men. Et donc les résultats de ces études, c'est que 2/3 des hommes ont préféré se donner un choc électrique que rester tranquille sans rien faire, et 1/4 des femmes également. Donc en conclusion, les femmes sont un petit peu dingues, mais les hommes plus encore. And one man in 15 minutes gave himself 180 shocks. Et un des hommes, pendant ces 15 minutes, s'est donné 180 chocs. So what have these men and women brought to the room? That they find it unbearable to just be with their minds. We can call it existential suffering. The suffering that is not in response to an unpleasant stimulus, it's what they're bringing to the room. Et qu'est-ce qu'était cette souffrance de ces personnes? Est-ce que des souffrances qui s'est manifestées dans cette pièce il leur était en fait insupportable de rester tranquille comme ça sans rien faire dans cette pièce, et c'est véritablement leur propre souffrance existentielle qui s'est manifestée. And then we briefly revisit the notion of mental suffering that we get from the world. That is to say,
it comes in response to adversity or unpleasant stimulus. We say, oh, this earthquake makes me miserable. This person makes me miserable. We say that, yes? But is it really true that from the movement of the earth or from another person's behavior, that suffering, mental suffering, actually travels through the air and comes to your mind? Can you really give, like I can give you, if I wish, I can give you a cell phone, yeah? Very easy. I can give you, here, you have, right? I can give you a cell phone. Or I can throw it at you and you can bump off of you. But can I give you suffering, mental suffering? Physical, sure, I can hit you. Then that will catalyze. But mentally, very interesting question, isn't it? So let's say I have some mental suffering. I have extra. I have surplus. See, I have more than I need. I think I'd like to give you some of my suffering. So here, have some mental suffering. Can you do that? Can you actually give another person mental suffering? Is it possible? What do you think? Donc, si on revoit cette idée de la souffrance qui est liée aux situations extérieures, au monde, à l'adversité, on dit ce tremblement de terre m'a rendu malheureux, cette personne me rend malheureux, est-ce que véritablement cette souffrance mentale est capable de voyager comme ça par les airs? Est-ce qu'on peut donner de la souffrance mentale comme ça directement à quelqu'un? On peut effectivement lui envoyer un objet, lui faire mal en envoyant quelque chose de physique, mais est-ce qu'on peut lui envoyer de la souffrance intérieurement comme ça? Est-ce que si Alain avait un peu de souffrance en trop à l'intérieur, est-ce qu'il peut s'en débarrasser pour nous l'envoyer dessus comme ça? Est-ce que c'est possible? C'est une question assez intéressante à se poser. So what do you think? Qu'est-ce que vous en pensez? Can one person give a mind-to-mind transmission of misery? Est-ce qu'une personne est capable de transmettre d'esprit à esprit du malheur, de la souffrance? Like throwing a rock. Like throwing a rock that hits here and now you have it. Can you throw? Can you propel your own suffering so another person gets it? No more than the earthquake. Est-ce que vous pensez qu'il est possible donc d'envoyer la souffrance mentale comme ça avec quelqu'un, comme on est capable de jeter un caillou sur quelqu'un? If you could, like you can give a cell phone, then if a Buddha walked through the door, you say, you're a bit too happy. And I'm a bit too unhappy. This is a democracy. Everybody should have the same amount. So, Buddha, and you should be able to transmit some of your unhappiness to the Buddha. Possible or not possible? Imaginez qu'il y a un Bouddha qui se présente à la fenêtre et que vous trouvez qu'il est très heureux et que vous n'êtes pas assez heureux et que, comme on est en démocratie, il faut que tout le monde soit à égalité, et donc vous décidez de lui envoyer de la souffrance. Est-ce que vous pensez que c'est possible? An arhat, a Buddha, has completely burned, extinguished the inner seeds of suffering, mental suffering. Un arhat ou un Bouddha s'est totalement débarrassé, a complètement déraciné toute graine possible de souffrance dans son esprit. So no matter how many cooperative conditions we direct towards a Buddha, I'm going to kill you, I hate you, I blah, 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 or even physical violence, no matter how much cooperative conditions we direct towards a Buddha, don't do it. You cannot. There's no seed. It's like putting lots of sunlight and moisture and fertilizer and minerals on a plot of soil where there are no seeds. It's just a lot of heat and warmth and fertilizer. No plant, no seed, no plant, no primary cause. The cooperative conditions cannot generate. So it seems like it. We say, you make me so unhappy. I can't stand it. You make me miserable. False. Your mind is making you miserable and that person is helping. But you can make yourself miserable with no help at all. That's the unhappiness we bring to the world. The seeds of suffering we bring. Nobody else did it. Donc, quelles que soient les conditions
extérieure à l'égard pour un Bouddha, comme il est débarrassé totalement de toute propension à souffrir, rien ne peut l'affecter, même si les conditions coopératives extérieures sont là, même des conditions, si on le déteste, si on l'insulte, etc., même des conditions physiques ne peuvent l'affecter. De la même manière que s'il n'y a pas de graines, quelles que soient les conditions météorologiques, l'engrais, le soleil, etc., rien ne peut pousser. Donc on a l'habitude de penser que tiens, telle personne ou toi tu me rends malheureux, c'est à cause de toi que je suis malheureux, etc. Mais en réalité on se rend malheureux par soi-même si c'est la graine, la cause primaire est dans notre propre esprit. So what's an authentic motivation for practicing Dharma? Et donc voici ce qui est la motivation authentique qui nous fait pratiquer le Dharma. To unveil, to discover the inner causes of eudaimonia. Donc il s'agit de révéler, de découvrir les causes intérieures de l'eudémonia. If you don't have them, you'll never get them. Si ces causes n'existent pas, on ne l'obtiendra jamais. But if you're a sentient being, you already have them. Mais tous les êtres sensibles les ont. And the whole practice of Dharma is to make them manifest, to unveil, to discover them. Et toute la pratique du Dharma est là pour révéler ces conditions, ces causes. So you're not getting them, you already have them. And therefore, if you reveal them, manifest them, you don't need to lose it. Donc il ne s'agit pas de les obtenir puisqu'on les a déjà. Et comme elles sont là, on ne peut pas également les perdre. But we're bringing to the world not only the inner seeds of genuine well-being, of liberation, of awakening, et nous n'apportons pas au monde uniquement que la révélation de ces causes. we're also bringing to the world the seeds of delusion, of hatred, of greed. Parce que nous apportons aussi au monde toutes les causes de l'illusion, de la haine, du désir. We're bringing to the world the causes of genuine unhappiness. Et donc nous apportons les causes véritables du malheur au monde. And the purpose of Dharma is to identify and completely cut, to extinguish the inner causes of unhappiness. Et donc le but du Dharma, c'est d'identifier et d'éradiquer complètement les causes de la souffrance. Well, that's it. That's Dharma. Voilà ce que c'est que le Dharma. And the benefits of Dharma you cannot acquire with any amount of wealth, power, or prestige. Doesn't matter how much. Can't get it. You can't afford it. Et donc les bénéfices du Dharma ne peuvent être obtenus par la prospérité, par aucune condition positive extérieure. One of my very close teachers was Genlam Rinpa, a Gelugpa yogi, spent about 30 years in solitude. Big sensory deprivation tank. L'un des maîtres de d'Alan était un yogi Gelugpa qui a passé une trentaine d'années en retraite solitaire. In the early 1960s, he had escaped to India, and he was looking for the greatest masters, lamas, with whom he could train. Dans les années 60, il a donc quitté l'Inde pour aller chercher un maître qui puisse l'enseigner. And there's one town, right now I can't remember the name, not Dharamsala, but nearby. Starts also with a D. Not Dashijong, not Dharamsala, another one nearby, another hill station. And there were... Dalhousie? What's that? Dalhousie? No, that's way over east. No, it was near it's good guess.
I'll get it later. Doesn't matter. But it's simply hill station. Hill station. Huh? Dharamkot? No, that's right next to Dharamsala. No, it's a bit away. It doesn't matter. It was just another village. But it was a hill station in the Himalayas where there's incredible masters. I won't give the names, but they were incredible masters. They had just settled there as refugees. Gyanlam Rinpa heard about them. He said, oh, they're teaching. I want to be near them. And so he went there, and just a little Tibetan settlement, settlement with these incredible lamas, both great in theory, but also real adepts in meditation. He was a monk, he had nothing. Nothing. And there was no cabin, not even any empty cave. Nothing. But there was one rock. It's about 2,000 meters elevation. There was one overhanging rock. I said, okay, that's my home. And so he sat under the rock. And then the Americans gave some little bit of food for refugees. So he was a refugee. So from the American government he got, I think, 10 kilo of atta, brown flour, every month. So he had everything he wanted. He had a house and he had food. He had a rock, not a cave, but a rock, protects him from rain. And then a sack of brown flour. And then he had these marvelous yogis and geshes to train with. Yeah? Donc, il était donc réfugié depuis les années 60 en Inde, dans un endroit proche d'Aramsala. Je n'arrive pas à se souvenir du nom. Il y a une gare ferroviaire dans cette ville. Peut-être ça reviendra. Et à cet endroit se sont réfugiés également un grand nombre de maîtres tout à fait exceptionnels, et dans un camp de réfugiés. Et il a entendu parler de ces maîtres qui sont là-bas, et donc il a décidé de s'y rendre. Et là-bas, il est arrivé avec une poche complètement vide, sans avoir aucun moyen ni rien du tout. Et localement, il n'y avait même pas une grotte pour se retirer, pour méditer. Et donc il a juste trouvé un rocher sous lequel il a pu s'installer. Et il bénéficiait des aides, comme tous les réfugiés, des aides aux réfugiés, où on leur donnait des... Et donc il avait droit à 10 kilos de farine par mois. Et donc c'est tout ce qu'il avait, 10 kilos de farine par mois, son rocher, et puis tous ces enseignants exceptionnels autour de lui. So he had everything he wanted. C'est exactement tout ce qu'il souhaitait. He had a home. He had a home. Donc il avait un logement, une maison. He had his robes. He wasn't too cold. Il avait sa robe, il n'avait donc pas froid. He had his atta, so all the chapatis he wanted to make, he could have chapati. Il avait sa farine pour faire tous les chapatis qu'il voulait. And then he was drinking long of the nectar of Dharma, of these great masters. Food for his heart. Et il s'abreuvait énormément de ce nectar du Dharma que lui donnaient tous ces maîtres. And so he told me about this. About 2 years he lived like that. 2 years. And he told me about this many years later, because he and I lived with each other for 1 year. And when he would refer back to that time, his eyes would become kind of dreamy. He said, oh, those were 2 of the happiest years of my life. Et donc il a passé 2 années ainsi, et il a raconté ça très longtemps à Alan. Et quand il lui raconte cette histoire, il a les yeux qui s'illuminent, et il est décrit comme étant les 2 années les plus heureuses de sa vie. But then after some time he heard that His Holiness Dalai Lama had settled in Dharamsala, and there were his 2 principal tutors, Lingam Rinpoche, Tejan Rinpoche, and other great teachers. And then it became another desire. I said, oh, I want to be near Dalai Lama and his tutors. And there are some great lamas in Dharamsala. So I think maybe I moved to Dharamsala. More Dharma there. Et ensuite, le Dalai Lama s'est installé à Dharamsala avec ses enseignants, Lingpa Rinpoche, Dudjom Rinpoche et d'autres.
et il en a entendu parler, et donc il a éprouvé le désir de se rendre à Dharamsala pour bénéficier de tout ce dharma. But some fear arose when he was thinking of maybe moving to Dharamsala. Some fear, some anxiety. Mais il a éprouvé une certaine crainte à déménager à Dharamsala. Dalhousie. Yeah. In this little village of Dalhousie, he had a home, whereas in Dharamsala, he has no home. And in Dalhousie, he had his stipend, his atta, brown flour. But if he went to Dharamsala, it's cut. He doesn't get it anymore. So then he had some fear. Oh, if I go to Dharamsala, I have no home and no food. Therefore, I won't have the security I have now. What shall I do? Because they're refugees too. They're not rich. They're all refugees. Et donc, il était à cette petite ville qui s'appelait Dalhousie. Et la pensée à aller à Dharamsala lui faisait envie, mais il craignait finalement de ne pas avoir de maison. Il avait là sa maison alors qu'il n'avait pas à Dharamsala. Il avait droit aussi à ces 10 kilos de farine ici qu'il ne pourrait pas obtenir à Dharamsala. Ça restait comme un réfugié, donc il n'avait rien, aucun bien. Et donc le peu qu'il avait, il avait peur de le perdre en allant à Dharamsala. Et qu'est-ce qu'il pouvait faire? But he had a great yearning. I think in Dalhousie, some of the lamas maybe had died, maybe they'd moved. He felt, where's the best place for Dharma? Dharamsala. So he said, okay, if I have to beg and live as a homeless person, I'll beg and live as a homeless person. Dharamsala it is. So he went to Dharamsala. Et donc il a quand même réfléchi, il s'est dit qu'est-ce que je dois faire. Et il y a un certain nombre d'enseignants qui étaient partis aussi de Dalhousie. Donc il s'est dit finalement le Dharamsala c'est quand même un bien meilleur endroit pour bénéficier du Dharma. Et il dit bon je vais y aller de toute façon, même si je dois mendier pour survivre, je le ferai. Et il est parti. And wonderfully, he found a place to stay and he didn't have to beg. Somehow food came. Et en arrivant là-bas, il n'a pas eu besoin de mendier, il a eu un logement et de la nourriture. So when I first met him in Dharamsala in 1980, when I went there to go high into the mountains to meditate, he was a neighbor. He had a meditation hut there. So he was my nearest neighbor. Et quand Alan est allé dans les années 80 pour méditer dans le nord de l'Inde, ce maître était son plus proche voisin. Il avait sa maison à côté. He was so bourgeois. He had 2 meditation huts. He had a summer hut and a winter hut. So, such a life of comfort. No electricity, no water, no plumbing, no heating, no nothing. But 4 walls, roof. One a bit lower for the winter, one a bit higher for the summer. So comfortable. Et donc, ce maître était manifestement bourgeoisé, puisqu'il avait maintenant deux maisons de méditation, l'une pour l'été basse et puis plus en altitude, et puis l'autre pour l'hiver plus basse. Alors bien évidemment sans électricité, sans chauffage, sans eau courante, etc. Mais enfin quand même, il y avait un progrès, un embourgeoisement avec ce qu'il avait deux maisons maintenant. There was one other monk I knew. I translated for him. And it was Losan Tenzin. Il y avait un autre moine qui était là, qui était Losan Tenzin. He had a very difficult life. He was a farmer. Then he lost everything with the Chinese occupation. Went to India, became a soldier, just a simple soldier. And then completely disillusioned with all of samsara. He became a monk. And he received personal instruction from Lingam Rinpoche, senior tutor of the Dalai Lama. Very fortunate. Donc il était quelqu'un qui avait une vie extrêmement difficile, qui était d'abord fermier au Tibet, puis qui a dû fuir les persécutions chinoises, et donc il s'est réfugié en Inde, où il est devenu un simple soldat. Et finalement il a perdu toutes ses illusions, et il a décidé de
se devenir moine et il a pu bénéficier des enseignements, il a eu beaucoup de chance des enseignements de Limpa Rinpoche. He lived very, very simply. He lived very simply. C'est quelqu'un qui vivait très simplement. He wasn't a scholar, just a very simple monk who really just wanted to practice Dharma and nothing else. C'était pas un grand érudit, c'était vraiment un simple moine qui voulait vraiment sincèrement pratiquer le Dharma. And he found a place to live, but it was 5,000 meters high, up above Dharamsala, way above Dharamsala. He found a cave. So it was an empty cave. So he moved into that cave. He lived there for years. Et donc il a trouvé un endroit pour vivre qui était à 5000 mètres d'altitude, une grotte qui était libre, et donc il a décidé de vivre là-bas. Once a year, he would come down when the Dalai Lama was giving teachings around the Tibetan New Year. He would come down to listen to teachings from the Dalai Lama. And when he came down, before he came back up, then he would have one big bag of rice, another big bag of lentils, and then he'd go up and spend the next year. And then come down 1 year later for another bag, receive Dharma teaching, and then go up. He did that for about 12 years. Et donc il restait dans cette grotte toute l'année et descendait une fois par an à Dharamsala pour aller écouter des enseignements de Sa Sainteté le Dalai Lama. Et en repartant, il repartait avec un grand sac de riz, un sac de lentilles, et il restait à nouveau 1 an. Et il redescendait à nouveau pour réécouter des enseignements du Dalai Lama et repartir avec son sac de lentilles et de riz. Et il a fait tout ça pendant 12 ans. About 1986, the Dalai Lama asked him to come to America because some scientists wanted to study him as a yogi. So he was obedient, he came. And so at that time I met him and I served as his interpreter. Et donc en 1986, Sa Sainteté le Dalai Lama lui a demandé de se rendre aux États-Unis, puisqu'il y avait des scientifiques américains qui souhaitaient faire des études sur des méditants, et qu'il était donc un yogi très accompli. Et c'est ainsi que Alan l'a rencontré là-bas, et il lui servait d'interprète. And someone asked him, an American, asked him, what's it like to be you? That is, what's the quality of your mind now? What's it like to be you? So, how is your mind now? How is your mind? Tell us, what's it like to have your mind? Et quelqu'un lui a posé, donc aux États-Unis, lui a posé cette question, mais à quoi ressemble votre esprit? Qu'est-ce que c'est d'être vous aujourd'hui? The Dalai Lama told him before he came to America, when people ask you questions, you must be honest. Don't do what Tibetan Lamas often do. Say, oh, I have no realization, I'm a complete beginner, I don't know anything. Don't do that, they'll believe you. So don't do that. They'll take you literally. So if they ask you a question, just answer honestly. He had no choice, the Dalai Lama told him. Et avant qu'il parte aux États-Unis, le Dalai Lama lui avait bien dit clairement, dit, si on te pose des questions, tu dois absolument avoir des réponses honnêtes. Si on te demande quelque chose, ne t'échappe pas en disant non, je suis quelqu'un de tout simple, j'ai aucune réalisation, j'ai rien, etc. Non, tu réponds honnêtement. So I was translating for him. Et donc Alan faisait l'interprète pour lui. And when he was given this question, he seemed quite embarrassed. Et quand on lui a posé cette question, il était très embarrassé. Like he felt very uncomfortable answering because he didn't want to. But the Dalai Lama said, you must be honest. Il était très inconfortable de répondre à cette question, mais le Dalai Lama lui avait bien enjoint à être honnête. So I tried to mimic him a little bit, imitate. He said, well, now my mind is in a state of inexpressible bliss all the time when I'm in meditation and between meditation. Comme il
était très, très embarrassé. Il a quand même répondu avec l'honnêteté que lui demandait le Dalai Lama. Il a répondu donc avec cette attitude que vient d'imiter Alan, en disant écoutez, je suis de mon esprit dans un état de béatitude complète, permanente, aussi bien quand je suis en méditation qu'entre les sessions de méditation. So he's passed away now, but he was someone we call Chipa. He was a Dharma practitioner. That's a Dharma practitioner. Donc maintenant il est décédé, mais c'était vraiment un Chipa, c'est-à-dire un pratiquant authentique du Dharma. C'est vrai? So, a bit late. Let's take a 15-minute break. Let's come back at 11:20, and we'll go directly to meditation. And if you want to arrange another fire alarm, it's okay. Donc il est un petit peu tard, on va faire une pause 15 minutes. 15, yeah. Une quinzaine de minutes, on reprendra donc pour une session de méditation. Et si Elisabeth veut bien organiser à nouveau une alarme incendie, c'est très But maybe once is enough. peut-être qu'une fois suffit. Ça suffit.